Un jeune homme, muni d'une seule arme, s'avance vers un guerrier de près de 3 mètres, pour un combat à mort. C'est le sort de 2 peuples qui se joue, Philistins contre Israélites. David lance de toutes ses forces une pierre avec sa fronde. Le géant Goliath la reçoit en plein front. Il s'écroule et succombe. Cette histoire de la Bible, nous la connaissons tous. L'objet utilisé, la fronde, renvoie aujourd'hui à une dimension plus politique, mais qui n'est pas sans rappeler ce duel, celui du petit contre le grand, et maintenant plutôt celui du Parlement contre le gouvernement. Le terme moderne de fronde, pour désigner une opposition au pouvoir en place, provient d'une série d'événements qui se sont passés au milieu du XVIIe siècle, et qui auraient pu faire basculer le cours de l'histoire. Une révolte parlementaire, puis princière, face à l'orientation prise par la monarchie. Mais pourquoi cette révolte a-t-elle eu lieu ? Quelles étaient les volontés et les ambitions de ces premiers frondeurs ? Voici quelques éclaircissements. Alors pour bien comprendre les événements qui ont conduit à cette fronde, il faut revenir à la première moitié du XVIIe siècle. La guerre de 30 ans fait rage depuis 1618, opposant le Saint-Empire, les Habsbourg catholiques donc, aux princes protestants allemands. La Suède et le Danemark, pour des raisons économiques et religieuses, s'engagent militairement face au Saint-Empire. La France, quant à elle, prudente, temporise. Et plusieurs défaites importantes subies par la Suède vont conduire le cardinal de Richelieu à intervenir. Il veut faire barrage aux Habsbourg, afin d'éviter que la France soit prise en tenaille à la fois par Vienne et Madrid. Les considérations politiques prennent le pas sur les considérations religieuses, et la guerre est solennellement déclarée à l'Espagne en mai 1635. L'effet le plus immédiat et visible de cet engagement est l'augmentation spectaculaire des impôts. Ce tour de vis fiscal va provoquer un réel bouleversement au sein de l'État. Les difficultés liées au prélèvement vont conduire à la souscription d'emprunts, auprès de riches particuliers, mais également auprès de la noblesse. Cette pression fiscale va également provoquer de nombreuses révoltes, réprimées dans la brutalité, comme par exemple celle des Nu-Pieds normands en 1639. Cette guerre et l'augmentation des impôts vont servir de justification à la généralisation des intendants. Alors cela va avoir son importance. Alors les intendants, ce sont des envoyés du roi qui sont dépêchés dans les provinces afin d'agir directement au niveau local, judiciairement ou fiscalement. Les décisions qu'ils prennent peuvent être contestées par un appel devant le roi. Le but de ces appels est de limiter une possible tyrannie de l'intendant. Mais on ne peut pas contester les décisions devant les cours souveraines, pour ne pas limiter son pouvoir d'action. L'intendant est donc responsable devant le roi et non devant le Parlement. C'est d'ailleurs à cette période que le Conseil du roi va prendre le pas sur les cours souveraines, les empêchant de se mêler des affaires de l'État. Alors profitons-en pour analyser dans les grandes lignes la structure de l'État au XVIIe siècle. Donc il faut bien comprendre tout ça si on veut comprendre les mécanismes qui ont conduit à la fronde. Alors au sommet, nous avons le roi, qui est conseillé dans ses décisions par le Conseil du roi, que l'on pourrait comparer au gouvernement d'aujourd'hui. D'ailleurs, les membres sont nommés par le souverain. Le roi dispose d'une grande latitude, mais il doit tout de même respecter certaines règles, que l'on appelle coutumes. Ces coutumes constituent depuis 1575 les lois fondamentales du royaume, et les décisions prises doivent donc être conformes à celles-ci. Alors qui établit ces lois fondamentales ? Eh bien c'est le Parlement de Paris, qui doit rédiger de temps à autre une sorte de grande jurisprudence des coutumes ancestrales du royaume. Il contrôle les décisions du roi aux yeux de ces lois fondamentales. Mais ce pouvoir est très limité. Pourquoi ? Eh bien parce que le roi peut se présenter directement au Parlement et les forcer à enregistrer sa décision lors d'une séance solennelle. Cette séance solennelle s'appelle un lit de justice. En réalité, le Parlement a plutôt un rôle judiciaire, car il est juge d'appel. Il y a d'ailleurs plusieurs parlements occupant cette fonction. Par exemple Rouen, Bordeaux ou Toulouse, mais il y en a d'autres. Les parlements sont des institutions intégrées dans ce que l'on nomme les cours souveraines, et qui vont avoir une importance capitale dans le début de la fronde. Les cours souveraines regroupent d'autres conseils aux compétences très précises. Le Grand Conseil se charge des requêtes judiciaires. La Chambre des comptes s'assure de la conservation du patrimoine. La Cour des aides règle les contentieux fiscaux. Enfin, la Cour des monnaies s'occupe de la fabrication des monnaies et juge les crimes de contrefaçon, toujours punis par la mort d'ailleurs. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est la lutte entre les cours souveraines et le Conseil du roi, entre les partisans d'une monarchie modérée à ceux d'une monarchie absolue et centralisée. En 1642, l'impitoyable Richelieu décède, suivi l'année d'après par Louis XIII. Une période de régence va alors s'ouvrir, assurée par la reine Anne d'Autriche. Il y a un fait important.
Le testament de Louis XIII va être cassé par le Parlement. Ces dernières volontés limitaient les prérogatives de la reine. À l'occasion d'un lit de justice, les pleins pouvoirs sont accordés à Anne d'Autriche. À cette occasion, les parlementaires vont se montrer très critiques envers l'ancien roi et Richelieu. Malgré cela, la régente décide de poursuivre la politique de son défunt mari. Elle nomme un protégé de Richelieu, le cardinal Mazarin, comme principal ministre. Le diplomate italien va très vite catalyser la haine des grands du royaume, particulièrement remontée par les difficiles années qu'ils ont vécues sous la main de fer de Richelieu. Dans les années 1640, un vent de révolte va souffler sur l'Europe. De l'autre côté de la Manche, la première révolution anglaise fait rage. Une guerre civile éclate en 1642, opposant les forces royalistes et parlementaires. Cet événement va sans doute donner quelques idées aux parlementaires français. La colère grondait depuis quelques années déjà. Augmentation du tarif du droit d'entrée à Paris, ou impôt sur les nouvelles constructions dans les faubourgs, par exemple. Le 15 janvier 1648, un lit de justice impose au Parlement l'enregistrement de nouveaux édits fiscaux. C'en est trop. Le Parlement refuse, jugeant certains points scandaleux, et l'avocat général Omer Talon livre un discours larmoyant sur la misère du pays, qui sera ensuite imprimé et diffusé dans toutes les provinces. Le 30 avril 1648, la Paulette, une taxe facultative permettant aux officiers de transmettre automatiquement leur office à leurs descendants, est modifiée pour les différentes cours, sauf pour le Parlement. Concrètement, c'était une façon de transmettre son statut à ses enfants moyennant finance. Cela va quelque peu énerver les parlementaires. C'est un peu comme si, aujourd'hui, on touchait à la retraite des sénateurs. C'est dans ces moments-là qu'ils deviennent vraiment teigneux. Mazarin souhaitait sans doute diviser les cours souveraines. La Cour des aides, la Chambre des comptes et le Grand Conseil se réunissent au bout de l'île de la Cité, dans la Chambre Saint-Louis. Le Parlement les rejoint et rend un arrêt d'union le 13 mai 1648. Cet arrêt, véritable défi à la royauté, autorise les 4 chambres à se réunir afin de délibérer. Toute proportion gardée, cet acte insurrectionnel n'est pas sans rappeler le serment du jeu de paume. La fronde débute, et elle est plutôt bien accueillie dans le reste de la France. Le terme de fronde apparaît d'ailleurs à cette époque. La fronde, c'est ce jeu vieux comme le monde, où l'on s'envoie des pierres avec un instrument constitué de cuir ou de cordes. Les jeunes gens autour des fossés de Paris y jouaient pas mal. Ayant fait plusieurs morts, le Parlement l'a interdit. Un magistrat aurait comparé les agitateurs aux personnes jouant à ce jeu dangereux. La boutade, ayant fait rire beaucoup de monde, est restée. Le terme résonne encore aujourd'hui. Face à l'ampleur du mouvement, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de négocier avec les frondeurs. La Chambre Saint-Louis impose alors à la reine une charte de 27 articles, véritable plan de réforme de l'État. Suppression des intendants, soumission des futurs impôts au Parlement, interdiction d'emprisonnement plus d'une journée sans être présenté devant un juge. Une véritable remise en question de l'autorité royale. Mazarin, trop occupé à négocier le traité de Westphalie mettant fin à la guerre de 30 ans, accorde aux frondeurs l'essentiel de leur demande. Mais le cardinal n'accepte pas cette défaite. Le 26 août, le pouvoir royal tente un coup de force. L'arrestation de 3 meneurs parlementaires. Aussitôt des barricades se dressent à Paris. Et face à cette émeute, Anne d'Autriche et Mazarin cèdent à nouveau en libérant les parlementaires. Ils s'inclinent devant la plupart des demandes des frondeurs. C'est d'ailleurs à cette période que va commencer la publication des Mazarinades, des vers satiriques, burlesques et critiques sur le cardinal. Souvent vulgaires et grossiers, ces textes faisaient rarement dans la poésie. Ils se moquaient de l'accent italien du ministre, de sa passion pour le jeu, ou de sa prétendue relation avec Anne d'Autriche, qui fait d'ailleurs encore parler aujourd'hui. Il y en aurait eu plus de 5000 durant le temps de la Fronde, tentant de décrédibiliser le cardinal, mais ne réussissant jamais à le déstabiliser. Le dénouement des troubles parlementaires aura lieu quelques mois plus tard. Condé, le cousin du roi, jouit d'une grande popularité suite à sa victoire contre les Espagnols lors de la bataille de Lens. Il prend ses quartiers divers près de Paris avec son armée. Le pouvoir va se servir de cette aide afin d'assiéger la capitale. Le roi, Anne d'Autriche, Mazarin et quelques proches quittent Paris et se réfugient à Saint-Germain-en-Laye. Condé et ses 100 000 hommes bloquent la ville. Malgré un début de résistance, la capitale tombe en 3 mois, notamment dû à la cherté des prix et la peur des parlementaires de se voir emportés par l'agitation du peuple. Un accord entre les parlementaires et la régente est trouvé. La paix de Rueil est signée le 11 mars 1649. Cette paix signée reste assez précaire.
et une nouvelle fronde va naître, beaucoup plus complexe. Cette fronde des princes va mêler des intérêts très variés, entre les personnes, les lieux et les visées politiques de chacun. Ce sont surtout les ambitions de Condé qui vont faire basculer la situation. Après son aide au pouvoir royal, il va devenir de plus en plus envahissant, réclamant l'amirauté et des postes clés dans l'armée pour ses amis. Il considère Mazarin comme un usurpateur, et les deux hommes se détestent ouvertement. Concrètement, Condé a repris la confiance, et se verrait bien conseiller du roi à la place de l'Italien. Par un jeu d'alliance, d'anciens frondeurs se rapprochent de Mazarin contre le prince de Condé, et celui-ci est finalement arrêté et emprisonné au château de Vincennes le 18 janvier 1650. C'est un coup de théâtre. Les alliés de Condé en province se soulèvent, comme en Normandie ou de manière beaucoup plus grave à Bordeaux. Les troupes royales vont finalement triompher de l'armée des frondeurs à Rethel, en décembre 1650. Cette armée frondeuse était aidée des Espagnols et commandée par Turenne, qui va avoir un rôle plutôt capital par la suite. Mazarin semble maîtriser la situation, mais celle-ci va lui échapper assez rapidement. En effet, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, prend alors une place primordiale au Conseil du roi, et rallie les anciens frondeurs dans l'objectif d'appliquer une monarchie modérée. Il est aidé dans ce sens par un intrigant, qui n'aura cesse de retourner sa veste durant toute la fronde, Gondi, qui deviendra le cardinal de Ré. Il va réclamer le renvoi de Mazarin, considérant que la paix n'est troublée que par le ministre italien. Beaucoup sont d'accord, et Mazarin est carrément banni à perpétuité par le Parlement, considéré comme perturbateur du repos public. Le cardinal décide de s'exiler à Brûle, près de Cologne, mais va continuer à donner des directives à Anne d'Autriche, depuis sa terre d'exil. Condé, quant à lui, est libéré. Dans ce contexte, une réforme de l'État semble alors possible. Une convocation des États généraux est décidée. Des cahiers de doléances sont écrits dans toute la France. Mais les espoirs sont vite déçus. Ni le Parlement, ni les cours, ni Condé, ni le Conseil ne souhaitent la tenue de ces États généraux. La fronde s'effondre dans toutes ses contradictions, et au niveau de toutes ses factions. Personne ne regarde dans la même direction, et c'est cela qui lui sera fatal. Surtout que Mazarin est de retour. Il a recruté une armée de 6000 mercenaires allemands et a rejoint la cour à Poitiers. La fronde va se terminer par une confrontation militaire. Il existe 3 foyers de pouvoir à ce moment. Paris, où siège Gaston d'Orléans et le Conseil du roi, dominé par des Condéens, mais ville indécise et divisée. Bordeaux, où se trouvent les frondeurs les plus radicaux, et enfin Poitiers, où siège le pouvoir légitime. Tout va se jouer en région parisienne. L'armée royale, commandée par Turenne, qui a finalement rejoint le camp du roi après sa défaite à Rethel, va affronter l'armée de Condé. Les combats étaient indécis entre les deux camps. Finalement, la grande mademoiselle, fille de Gaston d'Orléans, fait tirer les canons sur les troupes royales depuis la Bastille, lors des combats du faubourg Saint-Antoine. Condé se réfugie dans la capitale, où il y fait régner la terreur. L'agacement face à cette guerre civile qui dure depuis trop longtemps prend de l'ampleur. Condé se trouve de plus en plus isolé. Il quitte Paris le 13 octobre 1652, avec les frondeurs les plus radicaux. Louis XIV fait une entrée triomphale 10 jours plus tard. L'ordre est rétabli, la fronde matée. Mazarin, honni et détesté pendant des années, est lui aussi accueilli triomphalement quelques mois plus tard. Ce joueur invétéré vient de gagner la partie. Tous ces épisodes mettent en avant plusieurs aspects particuliers du milieu du XVIIe siècle. La recherche de l'héroïsation et du sacrifice chez les gentilshommes, la libération de la parole et de la critique à travers les mazarinades, mais aussi une certaine inflexion quant à la place des femmes dans la haute société. L'irruption soudaine de ces femmes guerrières dans l'histoire, symbolisée par la grande mademoiselle, est symptomatique d'une époque où un relatif affranchissement s'opéra dans la noblesse. Femmes guerrières, amazones ou ambassadrices, les mémoires des frondeurs placent souvent les femmes au cœur des actions et des motivations des hommes, marquant peut-être un des premiers inversements dans les rapports de domination. Ce n'est pas pour rien que le premier journal féministe français, paru en 1897, s'appelle La Fronde. Les actions de tous ces personnages étaient également exaltées par une vision romanesque de la réalité. Les protagonistes de La Fronde étaient nourris de littérature, et avaient tous lu le long roman à succès de l'époque, L'Astrée, une histoire d'amour pleine de péripéties et d'actes héroïques, qui a sans doute éveillé en eux les fantasmes d'une vie aventureuse et chevaleresque. La Rochefoucauld le reconnaîtra lui-même. Il s'est lancé dans la fronde plutôt pour la recherche de la gloire que par réelle conviction politique. Ce sont les disparités entre chaque acteur de la fronde qui l'ont conduit à l'échec. D'une volonté réformatrice de l'État au départ, souhaitant plus de liberté, la fronde s'est fourvoyée dans une lutte d'ego entre princes de sang. Au final, il n'y avait pas une fronde, mais des multitudes de frondes, en fonction des lieux et des orientations de chaque prince.
de chaque ville, de chaque village. La soumission de Bordeaux, le 3 août 1653, marque la fin définitive de la Fronde, et Louis XIV en gardera un souvenir horrifié. Il matera les parlements et soumettra la noblesse, conduisant le régime vers la monarchie absolue. Exactement ce que les parlementaires cherchaient à combattre en 1648. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker et à partager si c'est le cas. Alors j'en profite pour dire un gros merci du fond du cœur à Doc7 d'avoir partagé ma chaîne, et j'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Alors ces derniers temps j'étais pas très productif, mais j'ai des petites raisons à ça, c'est-à-dire que je travaille et je passais beaucoup de concours. Donc là ça s'est un petit peu calmé, donc la prochaine vidéo devrait arriver bientôt. Alors j'ai également créé une page Tipeee, alors si vous souhaitez me soutenir par un petit don, n'hésitez pas, ça me ferait très plaisir. Alors même si vous faites pas de dons, je vous invite quand même à aller checker la page. Pourquoi ? Parce que j'y explique le temps que me prend la réalisation d'une vidéo, puis j'y expose aussi quelques idées que j'ai pour le développement de la chaîne. Donc ça peut être tout de même assez intéressant d'aller voir ça. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.